J'accueille maintenant à prendre la parole Monsieur Patrick Ornain de Valoir Habitat. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Patrick Ornain, responsable habitation et contrat pour Valoir Habitat. Alors, Valoir Habitat, très rapidement, c'est donc un bailleur social, une SA HLM, adossé au groupe Action Logement. Un peu plus de 18 000 logements, plutôt concentrés sur le Loiret, un petit peu sur Tours, répartis sur 4 territoires, donc Montargis, Orléans, Sully-sur-Loire et Tours. Et très récemment, donc Valoir Habitat redéfinit sa raison d'être, dans laquelle elle a intégré en effet donc mettre en œuvre un habitat responsable, des services innovants accompagnés de parcours de vie de nos clients et contribuer à l'attractivité des territoires. Voilà, donc là je passe, je ne vais pas vous abreuver de chiffres par rapport à tout ce que peut faire Valoir Habitat. L'idée étant de vous montrer que pour permettre un partenariat en vue de préserver la biodiversité, il faut une gouvernance évidemment engagée et qui y croit. Et la gouvernance de Valoir Habitat l'est évidemment, et on a été d'ailleurs labellisé Lucie par rapport à des démarches RSE. Des démarches RSE qui intègrent notamment la préservation de la biodiversité et le fait de limiter les impacts environnementaux par rapport à nos actions sur le patrimoine. Alors, la première chose, c'est ça, c'est qu'il faut une gouvernance qui y croit et qui est engagée. Et la deuxième chose, c'est évidemment un aspect plus opérationnel qu'on vit au quotidien. Et ça a été dit, il me semble, les contraintes liées à la biodiversité sur un chantier peuvent être des freins. Et dans le déroulement du chantier, tout maître d'ouvrage souhaite une chose, c'est que son chantier se passe le mieux possible, sans problématique particulière. Et donc, à l'occasion d'un groupe de travail organisé par l'USH et France Nature Environnement, ont émergé des solutions pour permettre de nous accompagner dans le fait de prévenir ces contraintes, essayer d'analyser, d'anticiper tout ce qui peut être lié à la biodiversité et qui peuvent émerger si on ne les a pas anticipés durant le chantier. Et donc, du coup, faire, ça a été dit, un arrêt de chantier pour pouvoir respecter, j'ai envie de dire, tout ce qui peut être lié à la biodiversité, éviter de détruire, j'ai envie de dire, l'environnement. Je reparle un peu plus de l'activité réhabilitation, hein, on parle d'intervention sur les bâtis. Tous les acteurs, évidemment, ont envie de faire de l'amélioration. On n'est pas là pour dégrader. Donc, avant tout, les réhabilitations, depuis quelques années, chez les bailleurs sociaux, s'orientent principalement sur l'amélioration énergétique. On est contraint par l'État pour pouvoir accélérer le rythme de rénovation énergétique. Et on est contraint, nous, par l'actionnaire Action Logement, d'aller encore plus vite. Tous les acteurs, j'ai envie de dire, sont sur une dynamique, qui croient et ont envie d'améliorer. Thématique, c'est en effet de découvrir le chantier, une contrainte qui serait un frein au bon déroulement du chantier. Et donc, naturellement, lors de cette rencontre professionnelle, une solution a émergé, c'était de se rapprocher d'experts pour un maître d'ouvrage. Un chantier, c'est quoi? C'est réunir une somme d'experts, d'entreprises qui connaissent bien leur métier. Ça peut être de 10 à 20 lots sur une réhabilitation avec de la maîtrise d'œuvre. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait CDC, avec qui on travaille d'ailleurs. Enfin bon, il y a des économistes, des SPS, des bureaux de contrôle. C'est réunir plein d'experts qui apportent leur pierre à l'édifice. Et les expériences nous ont montré qu'il manquait une pierre à notre édifice, qui était justement d'anticiper par un diagnostic les problématiques environnementales, la biodiversité, qu'elle soit faune-flore, sur nos chantiers de réhabilitation. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers Loiret Nature Environnement, qui nous a proposé justement cette possibilité d'intervenir en partenariat pour pouvoir faire un diagnostic de nos réhabilitations très en amont, pour pouvoir intégrer dans les différents cahiers des charges les mesures nécessaires pour éviter j'ai envie de dire, d'avoir des gestes néfastes et de réduire les impacts sur l'environnement de nos réhabilitations. Donc, c'est un projet qui est plutôt abouti, qu'on espère signer
là, en janvier, je ne vous cache pas que le mois de décembre, pour tous les bailleurs, une course contre la montre pour pouvoir signer les objectifs. Donc, on traitera ça de manière plus sereine en janvier. Et voilà, donc c'est un partenariat qui nous fait particulièrement plaisir parce que on pourra anticiper, on pourra, comment je vais dire, solliciter les entreprises en amont, prévoir les choses, et quand les choses sont prévues, il n'y a plus de problématiques particulières, les entreprises sont au fait de ce qu'elles doivent faire, il n'y a pas d'arrêt de chantier, il n'y a pas de problématique de coordination, il n'y a pas de problématique de report d'intervention. Donc ça, c'est la première chose, et très rapidement, puisque je vais faire très rapide, le plus, et ça a été dit aussi dans les interventions précédentes, le plus que peut nous proposer ce partenariat par Loire et Nature Environnement, c'est également la sensibilisation des clients, des locataires en place, parce que avant tout, je veux dire, toutes ces démarches sont faites pour ses habitants. L'amélioration énergétique pour éviter d'avoir trop de frais vis-à-vis des charges locatives, mais aussi le pourquoi du comment et comment faire. On fait souvent mal par méconnaissance, et donc je trouve que le plus de ce partenariat qui est en effet très opérationnel par rapport au fait d'anticiper les choses, mais le plus c'est plutôt de sensibiliser, d'accompagner les habitants dans j'ai envie de dire leur environnement direct, et peut-être des choses qui peuvent être mal perçues, ça a été dit, des fientes par rapport à des nids d'hirondelles, ou peut-être des nuisibles, du moins qui peuvent être nuisibles, mais qui font partie intégrante de leur environnement et de leur cadre de vie. Donc, encore une fois, c'est un partenariat qui va être très intéressant, sur lequel on va aboutir début d'année, et on verra les résultats sur les opérations 2024, parce qu'il y a toute une phase de diagnostic qui sera en 2023 pour les opérations 2024. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette présentation? Je vais passer la parole à France. Restez là, s'il y a des questions. Donc France Cordier, chargée de mission à l'USH Centre-Val de Loire. C'est pas une question, je tenais simplement à féliciter et à remercier Valoir Habitat pour cette présentation et pour ce partenariat qui montre bien aussi à quel point le mouvement HLM dans son intégralité a pris à bras le corps cette question de la biodiversité, que ce soit dans la construction neuve ou la rénovation. Donc bravo pour ce partenariat. Ce sera d'ailleurs très à l'écoute de votre retour d'expérience pour voir voilà, sur quoi ça débouche en termes de travaux et d'accompagnement du locataire. Alors, je ne pourrais pas être avec vous cet après-midi, je m'en excuse, et j'aimerais beaucoup avoir le nom du BQT, particulièrement aujourd'hui. Mais je voulais témoigner de la richesse du partenariat qu'on a mis en place avec France Nature Environnement, et que Daphné vous présentera cet après-midi via le projet Un toit pour la biodiversité. Mais, merci beaucoup pour votre implication, pour l'implication de toutes les associations locales aussi, parce qu'aujourd'hui, on met en lumière particulièrement cette action-là, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui ont été mises en place avec d'autres bailleurs, avec des associations locales. Donc, bravo et merci. Merci pour cette présentation. Toujours Benjamin Viril de la RB Centre-Val de Loire. Je voulais avoir des éléments peut-être un peu chiffrés pour justement témoigner et attirer d'autres bailleurs ou promoteurs sur ces actions-là. Est-ce que vous avez des exemples chiffrés de surcoûts potentiels que ça peut amener de penser biodiversité dans un projet? Non, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'éléments chiffrés à l'heure d'aujourd'hui. Le partenariat vient aussi d'un retour d'expérience tout simple que je pense que beaucoup de confrères ont connu. C'est-à-dire qu'on découvre en cours de chantier qu'on a un nid qui est d'une espèce protégée. On a donc un arrêt de chantier ou un décalage de chantier ou une réorganisation du chantier. En termes d'éléments chiffrés, les coûts liés à la préservation de la biodiversité sont somme toute ils sont absorbables dans le cadre d'un projet de réhabilitation ambitieux, parce que en effet, on a des cibles énergétiques à atteindre qui sont difficiles et donc qui nécessitent beaucoup d'investissement. Le fait de prévoir des mesures conservatoires, des mesures alternatives, ne pèse pas autant dans un projet. À titre d'exemple, une réhabilitation, une rénovation énergétique, on est à minima autour de 40 000 à 50 000 euros par logement.
Donc évidemment, quand on intervient sur des réhabilitations de 100, 200 logements, je vous laisse faire le calcul, ça fait plusieurs millions. Les mesures de préservation de la biodiversité peuvent être largement absorbées et intégrées dans le coût global. Voilà, et encore plus, j'ai envie de vous dire, si on les anticipe, si on les met dans les cahiers des charges, si c'est prévu, voilà, tout ça, c'est autant de choses. Alors, il y a l'aspect financier, en effet, mais qui pèse pas tant que ça. J'ai envie de dire, c'est plutôt un aspect organisationnel, un aspect de bon déroulement de chantier, de ne pas freiner. On l'a dit tout à l'heure, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand on bloque un chantier 4 mois, ça représente une certaine somme pour les entreprises. Voilà, donc la part dédiée spécifiquement aux mesures, en tout cas par le retour d'expérience que j'en ai aujourd'hui, non, sont largement absorbables dans un gros chantier de rénovation énergétique qui sollicite pas mal de corps d'État, avec des coûts très importants, notamment sur le bâti, sur les menuiseries, etc., qui sont des postes très lourds. Donc les quelques mesures vis-à-vis de la biodiversité ne sont pas un frein au niveau budget. D'autant plus, j'ai envie de vous dire, si au niveau décisionnel, au niveau de la gouvernance, on a une sensibilisation et qu'on accepte ces légers surcoûts qui sortent un peu du cadre, on va dire, de pure rénovation énergétique. Oui, c'était juste pour apporter un élément. Jean-Michel Feuillet de la LPO Centre Val de Loire. Donc nous, cette problématique, on la suit maintenant depuis 10 ans, quasiment. On va fêter. On a entamé l'action en 2012. Et par rapport à ce que vous évoquez, par rapport au coût aussi, le coût est totalement infime. Hein. C'est pour la structure, notamment pour les bailleurs. Nous, on a mis en place en fait une convention donc avec Valtoine Habitat, voilà, notamment. Donc, on a mis une convention en place, on est tenu de faire les suites chantier par rapport à ce que vous évoquez, c'est pas forcément une contrainte. On a été, bon, je dirais un petit peu précurseur en demandant d'avoir les travaux à N+1 en fait. Donc, ce qui nous permet nous, de savoir, de connaître où sont les colonies d'hirondelles de fenêtres, notamment, d'aller rencontrer après les techniciens, de faire des fiches d'expertise, que ça soit validé 1 an quasiment avant avec la DTT 37, avec qui on a un partenariat. Et ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien, en fait. Par rapport, vous disiez que vous lanciez quelque chose, et maintenant, je dirais pas qu'on a atteint l'idéal, mais on s'en rapproche beaucoup. Et par rapport à ce que vous évoquez aussi, il y a quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, c'est des formations maintenant au niveau des entreprises qui interviennent et à leur honneur aussi. Bon, c'est pas notre corps de métier premier au début, mais commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et maintenant, il y a même des entreprises qui sont donneurs d'alarme en fait, qui vont dire ah attention, vous m'avez dit sur Château. Je pense à Tour Habitat, notamment. On a eu cette année où c'est une entreprise qui les a sollicités, qui leur a dit attention, il y a des nids, on va prévenir la LPO, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il y a je dirais que maintenant, il y a quelque chose qui, peut-être sur un département, se met en place, mais et à la région, qui va forcément porter ses fruits à terme. Enfin, c'est ce qu'on espère. Mais ça fait plaisir ce que vous dites, parce qu'en effet, l'objectif, c'est que ce ne soit plus un frein par l'anticipation. Donc voilà, et une fois que c'est prévu, que c'est noté, que c'est intégré, je pense que tous les acteurs peuvent s'apporter mutuellement. D'ailleurs, en fait, c'est un peu la richesse d'un chantier, c'est que tous les acteurs s'apportent un peu des compétences et de l'expertise. Et sur la biodiversité, alors ça a été dit tout au début, hein, c'est vrai qu'on a découvert depuis 3-4 ans que c'était important, comme si c'était révolutionnaire. Et pourquoi on l'a pas fait avant finalement? Oui, c'est vrai que la question est pertinente, mais en tout cas, je suis content de vous entendre parce que ça prouve qu'en anticipant, on lève beaucoup de freins. Et donc, en fait, c'est un peu l'objet de ce partenariat. Et je suis persuadé qu'il va aboutir à de bonnes choses. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Une question? Oui, on a un peu. Et juste un petit mot sur la question des coûts. Oui, anticiper, oui, c'est primordial parce qu'il y a les coûts et puis différents coûts. Il y a des coûts d'exploitation parce qu'on va changer les menuiseries extérieures 1 an après que. Donc, il faut anticiper. Anticiper, on a les éléments, on sait qu'on va modifier dans le cadre de programmes prévisionnels d'investissement. Donc, voilà, peut-être avoir un regard sur la nécessité, je parle plus largement, hein, sur la nécessité de préserver la biodiversité, donc les démarches à accomplir avant d'entamer même le chantier.
Et la question que j'ai, c'est en fait, j'aimerais mieux connaître, mais je peux me renseigner. Mais si vous avez quelques éléments concernant la labellisation Lucie et le volet biodiversité, je veux bien vous entendre avec plaisir. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, moi je m'occupe des réhabilitations et des contrats, mais en effet, dans le label Lucie, intervient toute une thématique vis-à-vis de la biodiversité et de limiter l'impact sur l'environnement de nos activités. Donc, on réfléchit au-delà du partenariat à mettre en place des solutions biosourcées, d'avoir des démarches vis-à-vis de nos locataires pour la sensibilisation à l'environnement, etc., etc. Et donc, tout ça, alors il n'y a pas que cette partie-là, mais en tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est une part importante du label Lucie. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, hein. Moi, à titre personnel, j'ai été audité sur cet aspect-là dans le cadre de nos réhabilitations, où on essaie de mettre en place voilà, des matériaux plutôt, envie de dire, vertueux par rapport à l'environnement, des actions. Le fait déjà de faire de rénovation énergétique, en soi, c'est une démarche qui vise aussi à améliorer comment je vais dire, la consommation, le bilan carbone de nos bâtiments, la consommation de nos locataires, etc., etc. Donc voilà. Après, il y a d'autres thématiques dans Lucie que je maîtrise bien moins. Et je vous invite éventuellement, en effet, à prendre des renseignements. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, et moi, je voulais simplement appuyer aussi, en plus de l'anticipation, le fait après de planifier, suivant aussi le calendrier, j'allais dire biodiversité, qui est hyper important, pour que tout le projet soit calé en fonction des différentes étapes et sachant qu'à telle période, ce n'est pas la bonne période pour intervenir, par exemple, sur les huisseries, et que ça rentre effectivement dans les métiers de chacun, que ça devienne quelque chose de naturel et normal dans l'organisation et la construction des projets. Mais je vous rejoins complètement parce que, comme je l'ai dit, le maître d'ouvrage est un assembleur de compétences. Voilà. Et personne n'est, j'ai envie de dire, en y sachant sur tous les corps d'État qui interviennent sur un chantier. La biodiversité, vous l'avez cité, intervient vis-à-vis de certains lots de manière un peu forte. L'ITE, ça a été dit, le fait de ne pas emprisonner les chauves-souris, les menuisiers sur les hirondelles de fenêtre, oui, le montant de enfin, voilà, l'espèce porte bien son nom. Et donc, en effet, c'est une compétence supplémentaire, complémentaire, qui va venir un peu parfaire tout le montage. C'est compliqué parce que il y a plein de thématiques qui commencent à intervenir en maîtrise d'ouvrage pour pouvoir réaliser du mieux possible nos chantiers. Mais en tout cas, c'est dans ce but-là qu'on met en place le partenariat. L'expertise, elle est chez Loiret Nature Environnement. On attend de ce partenariat une visibilité sur la faune et la flore, parce que c'est vrai que la chance d'une réhabilitation, c'est d'intervenir sur du patrimoine existant sur lequel s'est développée toute la végétation, toute la biodiversité autour. Un chantier, je maîtrise moins, un chantier de construction neuve, c'est un peu plus sec, c'est un peu plus pauvre en termes d'abord immédiat, on va dire. Donc voilà, c'est une compétence qu'on amène en plus pour pouvoir traiter au mieux nos chantiers, en tout cas sous ce prisme-là. Censuré. Je prends peut-être trop la parole pour ça. Toujours Benjamin Gaillard. Mais à vous écouter, en tout cas pour les projets d'ampleur comme ça, peut-être moins pour le particulier, c'est pas un problème technique, c'est plus un problème organisationnel, en tout cas, et de connaissance des solutions qui peuvent exister. Et finalement, les partenariats sont une solution, mais est-ce que pour vous, quand on voit les financements, notamment publics, pour la rénovation énergétique sous une entrée purement énergétique, l'information de la biodiversité ne manquerait peut-être pas? Et là, clairement, pour moi, c'est oui, mais je voulais avoir plutôt l'autre volet voilà, des acteurs du logement. Est-ce que si, dans les cahiers des charges, notamment de la subvention publique pour la rénovation énergétique, on vous notait la biodiversité comme étant à prendre en compte, est-ce que ça vous semble insurmontable aujourd'hui ou pas? Non, et puis moi je suis preneur de toute subvention pour pouvoir faire un peu plus sur mes chantiers, hein. Je suis le premier concerné à être bridé un peu dans nos actions par rapport à un coût pas dépassé. Il y a un équilibre financier sur une opération de réhabilitation.
Donc, toute subvention intégrant la biodiversité, ça m'intéresse et on travaillera sur le sujet. Alors, après, il existe, mais encore une fois, je suis pas spécialiste en la matière, il existe des produits financiers verts sur lesquels on peut se positionner par rapport à certaines actions, que ce soit les matériaux biosourcés, la mise en place de toitures végétalisées, des actions visant à limiter l'impact environnemental, à protéger la biodiversité. C'est autant de sujets qui émergent depuis, j'ai envie de dire, 2-3 ans maxi. Et en effet, les financiers chez nous demandent à nous, techniciens, des notes, des documents qui mettent sous projecteur toutes ces actions-là pour aller chercher des produits financiers verts. Mais en tout cas, je retiens l'idée, et si autour de la table, il y a des gens qui peuvent en effet pousser sur des subventions vis-à-vis de ces actions-là, je suis le premier concerné et je serai le premier satisfait. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Sabrina Mali, conseillère départementale du département 37. Moi, j'avais plutôt une petite question parce que vous parlez effectivement de partenariat, vous parlez de subventions, du fonds vert, par exemple. Moi, j'avais plutôt une question sur la formation, en fait, de vos équipes, plus particulièrement. Parce que je me dis, par exemple, est-ce que vos équipes, par exemple, ont été formées, parce qu'on a besoin de se dire où est-ce qu'on en est. Donc, je pensais, par exemple, à la phase pour ce climat. Est-ce que vous avez des agents, des personnes qui sont, par exemple, sensibilisées à ça? Et quelle formation ils ont? On va dire que ça soit effectivement sur la biodiversité, peut-être sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a ce genre de formation chez vous? Voilà. Alors, chez Valoir Habitat, on a en effet de l'ingénierie environnementale. Valoir Habitat a réalisé son bilan carbone. On a des compétences en interne, plus particulièrement dans mon équipe, on est plutôt des techniciens, on est plutôt je veux dire, le chantier par définition, c'est plutôt un assemblage de techniciens du bâtiment initialement. Et c'est là où on a parlé tout à l'heure d'apporter un complément à ce jeu d'acteurs. Donc oui, on est sensibilisé, oui, on peut se faire former, les sujets sont vastes. Moi, à titre perso, j'ai suivi une formation sur les matériaux biosourcés, sur les toitures végétalisées, sur ce genre de choses. Donc, ça a trait à de la botanique, ça a trait à des espèces animales. On ne peut pas tout connaître. Alors, on peut être sensibilisé, on peut être plus ou moins, j'ai envie de dire, concerné, avoir cette appétence par rapport à la biodiversité. Dans son terme général, on n'est pas spécialiste. Et un maître d'ouvrage n'a pas une vocation à être spécialiste. Je l'ai dit tout à l'heure, il a plutôt une vocation à rassembler des experts, des spécialistes sur différentes thématiques, sur différents corps d'État. Donc, on initie justement cet apport d'expertise dans nos opérations de réhabilitation. On pourra certainement aller plus loin, on pourra nous se former, parce que le rôle d'un maître d'ouvrage, c'est tout le temps d'avoir aussi un œil, même s'il n'est pas expert, d'avoir un œil sur l'intégralité de l'éventail des interventions qui s'opèrent sur sa réhabilitation, et donc à juste titre la biodiversité. Donc oui, on va se former. Non, on ne sera pas spécialiste, on n'aura pas d'ingénieurs environnementaux dans l'équipe de réhabilitation. On a la direction de la qualité qui a mené le label Lucie et donc qui est dotée là d'une experte en bilan carbone, d'une experte environnementale. Pour ajouter un élément par rapport à ce qui vient d'être évoqué, je pense que justement, les partenariats qu'on parlait, LPO ou autre association de protection de la nature, c'est là où on a une force en plus. Dans le cadre du partenariat, où on va former les agents ou les techniciens, comme ce que vous venez d'évoquer, s'ils ne sont pas partie prenante, par expérience. On a dit, vous présentez un sujet, ils ne sont pas partie prenante, ils y vont à reculons, ils ne comprennent pas. On reste des êtres humains, il y a des gens qui sont pour la biodiversité, d'autres moins, qui le voient comme une contrainte. Et on essaie justement de les former, notamment de former les nouvelles personnes qui arrivent chaque année. Alors, et juste pour excusez-moi, je termine. Il y a des techniciens, effectivement, à former. On va porter une expertise. Pour aller plus loin, on peut former aussi les techniciens. Et tout à l'heure, je l'ai évoqué à demi-mot, je vais passer sur autre chose, former les entreprises. Et c'est le triangle, en fait, où nous, on intervient, on est au milieu. On forme, entre guillemets, une communauté et il faut qu'on forme le reste de la communauté pour qu'on soit cohérent. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors,
Vous parlez de contrainte, encore une fois, je répète, pour moi, la contrainte, elle vient quand il n'y a pas l'anticipation. Si on anticipe, il n'y a plus de contrainte. Tous les acteurs du bâtiment sont favorables à préserver la biodiversité. Je ne connais pas une entreprise, un architecte, un bureau d'études qui va se faire un malin plaisir à marcher sur un nid avec des œufs. Enfin, je veux dire, c'est pas, en tout cas, dans les acteurs qu'on côtoie nous sur nos chantiers, c'est pas un plaisir de massacrer la nature. En tout cas, voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. On peut faire des impairs par méconnaissance, d'où la formation que vous évoquez qui peut apporter en effet un peu plus de savoir sans arriver à de l'expertise. C'est pour ça que vous existez aussi. C'est pour ça qu'on se retourne vers LNE. On a travaillé avec LPO sur un projet à la Ferté-Saint-Aubin. Voilà, on fait appel, encore une fois, je le répète, la maîtrise d'ouvrage fait appel aux experts dans les domaines, dans différents domaines qui sont multiples. Enfin, je vais pas faire là le détail, mais on a entendu tout à l'heure la percolation de l'eau, la gestion de l'eau, les matériaux biosourcés, l'environnement. Mais n'oublions pas aussi qu'un bâtiment, c'est avant tout un assemblage de corps d'état technique. Hein, je l'ai dit, entre 10 et 20 corps d'état technique. On peut pas être sachant sur tout. Voilà, donc c'est bien de former parce qu'il faut encore une fois, je le répète, que la maîtrise d'ouvrage puisse maîtriser et avoir un œil sur ce qui se fait sur ces chantiers. Mais voilà, après, j'ai envie de dire, c'est le fait d'emmener une équipe et je le répète, et c'est quelque chose que je voulais dire, mais je le répète encore une fois, je ne connais pas d'acteur sur un chantier qui bon, je vais dire, va naturellement détruire la biodiversité ou va se faire un malin plaisir à faire de travers les choses. Voilà, j'ai jamais vu ça. Donc, l'idée, en effet, c'est de gommer cette notion de contrainte. En tout cas, c'est l'objectif premier de ce partenariat pour faire en sorte justement que ça soit le plus simple possible et le plus limpide. Et je reviens à la notion de maître d'ouvrage qui souhaite qu'une chose, c'est que son chantier se passe le mieux possible. Et peut-être qu'avec une multitude de partenariats, on arrivera à ça. Merci beaucoup. Merci.